Content de vous présenter Joël Basso, que vous connaissez, j'imagine que vous l'avez déjà vu au Volcan, puisque tu avais présenté ton livre déjà au Volcan, c'est en septembre, et puis Margot Mondin. Donc Joël Basso. Qui était aussi. Eh oui. Joël Basso, bon, est auteur d'une poignée de livres. Je vais en citer quelques-uns. Ces petites tables, c'est bien, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Parmi les livres que Joël Basso a écrits, Collier, Exocet, Chien de faïence, Tango Revolver, Tuf 2, on dit 2, Allegro Assai, Allegro Assai, O et Léopard, et puis le livre dont on parle aujourd'hui. Voilà. Donc, il est auteur de pas mal de livres que je viens d'essayer, qui tournent quand même essentiellement autour de poésie, si je me permets, c'est ça? je ne sais pas si ça tourne. Mais autour d'écriture et poétique, de toute façon. Voilà, peut-être. Ouais. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr. Et donc, tu as écrit également, comme tu l'as dit, ce livre qui est de la prose politique, qui est de la prose. Pour moi, c'est un récit. Oui. Je l'ai écrit, moi, récit de livre. Oui, non, d'accord. Et donc, tu as pratiqué comme enseignant-chercheur. Chercheuse, en sociologie, militante, élue municipale et psychanalyste. Et Margot Mondin, étudiante en philosophie, et vous nous direz, vous donnerez un regard par rapport à la lecture que veut faire Joël. Je voulais lire... le questionnement de ce soir, en fin de compte, je vais quand même le lire parce que c'est important pour situer un peu la problématique, la thématique, on va dire, de ce soir. La thématique, c'est que comment ne pas se laisser assigner à sa génération, réduire un point sur une courbe, il faut mettre les chiffres, sinon on peut. Trouver sa voie au singulier et au pluriel entre les attentes des aînés et les tentations des sociétés de consommation. L'auteur, il faut dire que ton livre est quand même aussi assez politique. L'auteur, sans prétendre à aucune expertise, jouera de ses différents registres pour témoigner de son parcours depuis ses 20 ans dans les années 80. Et donc, je lis la 4e de page qui situe encore plus ton livre, qui est donc dans la forêt des nombres, les chiffres, les nombres. Lettre à l'ami qui a choisi à 20 ans de sortir du jeu. On ne l'aura vu ni à Rome ni à Pékin. Quelle révolution intérieure l'aura poussé à tout quitter, lui qui était promis un avenir brillant? Pourquoi Antigone, Dorothée ou Jonathan n'ont-ils pas su le retenir, qui a failli parmi son premier cercle et au-delà? Et il faut citer la maison d'édition aussi, la maison d'édition qui est... L'atelier du grand tétra. Voilà, c'est ça. Bon, mais je crois que je vais vous laisser toutes les deux, à vous. Merci beaucoup, merci bien. Merci. On m'entend bien là, comme ça, Bon, merci aux animateurs de l'association du Temps des Cerises et à Pauline là-haut qui a installé la scène, qui me donne l'occasion de venir témoigner de mon parcours d'auteur à partir de ce dernier livre qui, pour la première fois, est un récit. Il n'est pas épais, mais ça n'a pas été une mince affaire pour qu'il voie le jour. Il m'a fallu un temps extravagant, pas moins de 40 ans, avant d'aboutir à la version finale, qui a donc été publiée. J'ai commencé à m'y atteler au début des années 80, quand j'avais 20 ans et des poussières. Je crois que je ne pouvais pas y échapper. Mon goût pour l'écriture, comme l'a dit Guy Dumoulin, passe d'abord et depuis longtemps par la poésie, plus que par la narration. Mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir, je donnerai plus de place à la prose, maintenant que j'ai franchi ce pas. Depuis, beaucoup d'autres ont eu 20 ans, et parmi eux, Margot Mondin, qui a lu le livre et qui a bien voulu m'accompagner à nouveau, puisqu'elle était déjà là au Volcan en septembre, ce soir. Nous ne nous connaissions pas l'année dernière, d'ailleurs nous nous voyions au Volcan, mais maintenant nous nous tutoyons.
Voilà, donc c'était au Volcan, au rayon sciences humaines, animé par Gaël. Je ne sais pas si c'est là. Et nous y avons présenté le livre, mais de façon différente. Oui, je crois que j'ai oublié de préciser que vous faisiez des études de philo. J'ai oublié de le dire, je crois. Vous l'aviez dit, mais... Donc nous allons intervenir en 2 temps. Je vais essayer de ne pas dépasser 40 minutes. Faites signe si jamais c'est le cas, pour laisser la parole à Margot. Elle dira si le portrait que je fais de l'époque de mes 20 ans lui semble très éloigné ou pas de ce qu'elle vit maintenant. Et j'espère aussi qu'il y aura des interactions avec vous, le public. Mon fils est aussi dans sa 2e décennie, 20 ans et quelques, et il me donne parfois du hockey boomer, avec l'air de considérer que je relève d'une ère préhistorique. Du point de vue des démographes, les cohortes qui sont nées entre l'après-guerre 1946 et 1965 sont qualifiées, comme vous le savez, de baby boomers. Je devrais dire plutôt disqualifiées, car considérés souvent comme des profiteurs du paradis des 30 glorieuses avec majuscule, qui est une expression journalistique humoristique. En tout cas, les 30 glorieuses, ça ressemble plus à un mythe qu'à une analyse sociologique sérieuse, selon moi. Et les générations suivantes sont pointées, elles, par des lettres X, Y, Z. Et Margot dira si ça a un sens pour elle d'être versée dans la génération Y, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1980 et 2000. Dans la forêt des nombres, que j'avais même voulu appeler dans la forêt des grands nombres, mais c'était peut-être un peu exagéré, c'est l'histoire de 2 amis, elle et lui, qui passent leur bac à la fin des années 70. On les a lancés sur la voie royale. C'est comme ça qu'on qualifiait à l'époque la section la plus mathématique du lycée. Ils étaient donc bien partis pour trouver une place de choix dans une société où le mérite était censé régner. Nous sommes nés dans un pays riche, nous n'avons pas connu la guerre. Nous n'avons qu'à nous engager dans les chemins escarpés de l'ascension vers les postes de haut niveau, vers la grande belle vie. Aller le plus loin possible qu'il nous chante. Nous n'aurions qu'à tendre la main pour cueillir les fruits de la croissance et faire encore mieux que nos parents. Davantage, nous n'en demandions pas tant. Il le répète sur tous les tons. Profitez au maximum de votre jeunesse, carpe diem. Mais au moment où nous prenons notre élan, rien ne va plus. Il nous glisse à l'oreille que les indicateurs sont au rouge et que l'avenir s'annonce plus sombre. Il nous faudra nous orienter à tâtons parmi les filières à la recherche des meilleurs débouchés. J'imagine des 3 tunnels qui serpentent vers des hauteurs inaccessibles. Bien sûr, il va falloir se battre, prendre d'assaut les meilleures places et apprendre à changer souvent de fusil d'épaule. C'est l'inflation des promesses et du vent dans les voiles, mais sans voile, sans boussole et par mer démontée. Ils quittent leur province natale du Sud et se retrouvent à Paris en 79-80. Elle le rejoint avec un décalage d'1 an. Lui a intégré une grande école d'ingénieurs. Elle passe directement de la pression à la réussite, à la dépression, et quitte la Cagne pour rejoindre l'université moins compétitive. Elle en profite pour mettre en forme un premier recueil de poésie à compte d'auteur, ce qui la remet en scène. Pour elle, il est comme un grand frère, celui qui l'encourage quand elle faiblit et qu'elle se laisse envahir par l'angoisse. Il semble plein de force, voyage, travaille beaucoup. Sur la porte d'entrée de son studio, il a collé un slogan « No Nuke », stop au nucléaire. Il lit Ivan Illich et sa critique des sociétés industrielles, du productivisme, dans un ouvrage qui est paru en France en 1973 et qui a beaucoup été réédité depuis, très récemment en particulier.
la convivialité. Tandis qu'elle, très politisée, analyse la société en termes de conflits de classe sociale. Je simplifie un peu, je caricature, mais c'est pour montrer le contraste. Elle admire son aisance en tout domaine, mais se sent parfois un peu offusquée par l'aisance matérielle qui lui vient de sa famille à lui. Elle-même s'identifie à sa famille modeste, avec des grands-parents de la classe ouvrière, tandis que lui vient d'un univers plus bourgeois. Son père dirige un hôtel sur la côte et a pu lui acheter un studio dans la capitale, tandis qu'elle-même est en location en banlieue. Il ne se voit qu'en tête à tête et de loin en loin, parle du monde comme il va, de questions politiques, de littérature, et à l'automne 1980, ils se confient leurs ratés sentimentaux. Nous allions vers l'hiver, notre vie amoureuse partait à la dérive, et nous étions bombardés de nouvelles sinistres. Nous voulions changer le monde sans trop savoir comment. L'horizon politique semblait s'être refermé. Les forces de transformation avaient une fois de plus échoué à parvenir au pouvoir. Je dis nous, j'invente, c'était chacun pour soi fonçant dans la course. Je plus je plus je plus je, particules agitées dans une danse folle, happées vers le haut de la pyramide, ou coincées au goulot d'étranglement du sablier pour sacrifier au schéma préféré des sociologues. C'est drôle, moi la rêveuse, j'étudiais les programmes économiques en concurrence. Toi, le futur ingénieur doté de sens pratique, tu pariais surtout sur un changement des mentalités, une révolution intérieure te semblait plus urgente que des réformes de société. À la fin de l'année 80, l'amie, se suicide. Elle est sidérée. C'est vécu pour elle comme une inversion des rôles. Elle se croyait la plus faible et c'est lui qui craque. C'est comme s'il était mort à sa place. Circonstance aggravante, elle ne se rend pas à la cérémonie d'inhumation où elle aurait pu rencontrer les autres proches du défunt, la famille, les amis, les condisciples. À partir de là, elle reste enfermée dans un huis clos, enferrée dans un mea culpa entêtant. D'autant que le dernier soir où elle le rencontre, la veille de son suicide, elle l'apprendra, elle ne se sent pas bien et lui dit qu'elle préférerait ne plus le voir. Environ 2 années plus tard, elle entreprend d'écrire quelque chose qui donne sens à cet événement. Tentative de donner sens à ce qui semble insensé et aussi écrire un hommage à l'ami disparu. Elle écrit à l'amant de G pour savoir ce qui s'est passé, mais il ne répond pas. Et elle n'insiste pas. Elle écrit au père de G qui ne cherche pas non plus à lui parler. Le livre, dans sa version finale, se présente comme une enquête qui l'obligera petit à petit à sortir du huis clos et à interroger ceux qui ont connu G pour essayer de comprendre ce qui a conduit à cet acte extrême. Donc j'ai dû avoir 20 ans, 2 fois 20 ans, 3 fois 20 ans et plus, 2 fois 20 ans. Il faudra pas moins de 20 ans pour qu'elle sorte enfin, à la quarantaine, du face-à-face avec le fantôme. Elle se débrouille finalement pour aller voir le père de G dans le sud, dans son hôtel, puis insiste pour rencontrer l'amant, cette fois. Là, elle apprend par le père de G que la veille de son suicide, G s'était confié au directeur de son école d'ingénieur, qui n'avait rien compris. Elle, dans tous les domaines, ton aisance et ta vitalité sautaient aux yeux. Si tu as tourné les talons, c'est que brusquement, plus rien n'avait de sens. Je reconstitue l'entretien que j'imagine avec le directeur. Je ne vais pas bien, le directeur. Vos résultats sont excellents.
J'ai peut-être, mais ça ne va plus. Le directeur. Allons, jeune homme, tout fonctionne bien pour vous, vous n'avez qu'à choisir. Pourquoi pas Rome? Pourquoi pas Pékin? L'avenir vous est grand ouvert. Dans le monde que tu as quitté, tout va bien, pourvu que ça marche. Voyant vert, ça fonctionne. Voyant rouge, risque de panne. Des solutions pratiques existent. Action, innovation. Ne pas aller bien ne mérite pas qu'on s'y arrête. Trop subjectif. Chiffres, pourcentage, logique de mécanicien. Le père ne fait aucune allusion à ce qui a pu être le vécu difficile de son fils à une époque où l'homosexualité était considérée comme un délit encore. La police pouvait débarquer dans les backrooms et faire le coup de filet. Des réputations ont été démolies comme ça, il y a des affaires connues dans la presse. J'ai dit tout à l'heure en me citant, nous étions bombardés de nouvelles sinistres. Je passe vite, mais les nouvelles sinistres, c'était la montée du chômage qui commençait à obscurcir l'horizon et qui étonnait parce que ça paraissait nouveau. Les tensions Est-Ouest qui s'intensifient avec la crise des euromissiles, SS-20 soviétiques et Pershing américains. Les universités surchargées. À l'époque, j'étais dans une université à Nanterre, rue de la Folie, à côté de la NPE, située un peu à venir. Je le prenais avec humour. L'Alliance pour un programme commun des partis de gauche qui avait été mise en route au début des années 70 et rompue en 77. Ça n'a peut-être pas touché tout le monde, mais moi je le considère comme quelque chose de plutôt décevant. Et donc ce groupement perd les législatives en 78. Et il y avait aussi, depuis quelque temps, la traduction en français du rapport du Club de Rome, paru aux États-Unis en 72 et traduit en français en 73, je crois, sous le titre de « Halte à la croissance, point d'interrogation ». On l'a appelé aussi le rapport Meadows, une étude qui alertait déjà sur les limites de la croissance, qui a été aussi réédité et complété. On a fêté les 50 ans, je crois, l'année dernière. Donc le bac en poche, la vision de l'avenir n'était pas folichonne non plus. Le découpage du temps, j'ai parlé de génération, mais qui mélange ceux qui sont nés entre 46 et 65, pour les démographes et certains sociologues, sous l'expression enfant du baby boom, je pense que ça embrouille beaucoup l'esprit, je ne m'y retrouve pas. C'est un regroupement qui ne saisit pas les fluctuations des dynamiques politiques et sociales. Et je ressens un fossé entre ceux qui ont pu vivre activement mai 68, le mouvement de 68, et ceux qui étaient lycéens, comme nous, G et moi, au moment de la publication en français du rapport Meadows. Je ne développe pas. Mais je pourrais citer, pour finir sur cette période, je viens de le découvrir récemment, un historien, économiste, né en 1940, Hartmut Kebbel, je ne sais pas si je prononce bien, professeur d'histoire économique et sociale, qui se montre perplexe justement par rapport aux années 70-80. Je le cite, « Les années 70 et 80 sont des années grises, ambiguës, sclérosées, des années un peu oubliées, peu stimulantes pour l'imaginaire historique. C'est aussi la fin de la période de prospérité tout à fait extraordinaire, des années 50-60. » Voilà, c'est un article paru dans la revue 20e siècle. Donc, les historiens eux-mêmes sont perplexes face à cette période, et peut-être que la littérature, justement, peut apporter quelque chose pour donner de la couleur à ces années-là. De consumérisme effréné. Boutique, ouvre-toi, j'entre, je fouine, je tâte, tech, alpaga, laine vierge, cuir plein de fleurs.
toile de parachute, textile pour cosmonaute, caoutchouc spécial, pneus de Formule 1. Oh, délice, je prends tout. J'avise pan aux aguets derrière le rideau, à court de feuillage nu sous sa jupe acrylique. Je le touche du doigt, étincelle sa crisse. Ce vieux bouc me repousse comme aimant inversé. Je dépense, tant pis, au-delà de mon découvert, tant mieux si j'y perds des plumes, vivement que j'atteigne le fond. Que s'est-il passé donc entre 20 et 40 ans, puisqu'il m'a fallu tout ce temps? Comment j'ai continué? Bon, on avance pour une grande part à travers ce que les autres ont mis en nous, ont misé en nous, nous ont dit. Et l'ami G m'a fait 2 cadeaux, Antigone et Dorothée. Il m'a renvoyé à 2 figures qui m'ont fait comme un rempart. Antigone, nous étions encore au lycée, j'étais déjà bien engagée en politique, et je discourais à qui mieux sur la nécessité d'une transformation de la société capitaliste. Il était le seul parmi nos condisciples à accepter la controverse et à m'écouter défendre à l'époque, par exemple, le programme commun de gouvernement qui avait été signé par 3 partis de gauche en 1972. Un jour que je montais une fois de plus sur mes grands chevaux, il m'avait lancé, à la fois amusé et admiratif, « Tu es comme Antigone », au sens de rebelle, de passionné. J'ai dit Caldo, si je ne creuse pas trop loin, parce qu'il y a toutes sortes d'Antigones dans la littérature et au théâtre, et comme vous savez, dans la tragédie de Sophocle, elle ose défier son oncle Créon, le roi de Thèbes, en voulant à tout prix, au péril de sa vie, donner une sépulture à son frère Polynice, qui est mort au combat, mais dans le camp ennemi, alors que Créon voulait abandonner la dépouille aux bêtes sauvages. J'espère qu'avec mon récit, j'ai accompli cette tâche et heureusement j'ai pu sortir de la tombe. Antigone souffre d'acné juvénile, créant la sermonne en blouson de sky. Spleen et mélancolie ne sont plus de mise. Flop, panne, flip, la colère se traite au noréleptique, le tragique n'a plus droit de citer. Mammouth, canard boiteux, humain trop animaux, poupon baigneur perdu dans l'océan des nombres, la contemplation au parc-mètre coûte cher. L'accès direct à l'idéal est offert, clé en main, vers les plus hauts sommets, high-tech, pierre éboulée jusqu'au pic de Hubert. Dans ce poème, Antigone renvoie plutôt, vu le temps ironique, à l'Antigone de Hanouille, quand vous avez fait étudier, je ne sais plus quand, au lycée ou en hippocampe, qui a été mise en scène en 1944 et où l'héroïne est montrée comme une adolescente capricieuse. Je n'ai pas du tout aimé cette version, controversée d'ailleurs. Pour Dorothée, c'est une figure du poète Baudelaire, qu'aimait beaucoup G, qu'on trouve dans les petits poèmes en prose et aussi dans un sonnet des fleurs du mal. Et un jour que j'étais déprimée, G m'avait lu ces quelques lignes. Cependant, je cite Baudelaire, cependant Dorothée, forte et fière comme le soleil, s'avance dans la rue déserte, seule vivante à cette heure sous l'immense azur, et faisant sur la lumière une tache éclatante et noire. Elle s'avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d'un blanc sourire. Il s'était tourné vers moi et avec fermeté m'avait dit sa volonté. C'est comme Dorothée que je voudrais que tu sois. Une injonction à la joie de vivre, j'ai pris aussi. Avant de venir ce soir, c'était un peu compliqué pour moi de me remémorer tout ça et je me suis demandé si j'avais su conjuguer Antigone et Dorothée, ces 2 figures tutélaires, mais qui se tournent le dos, l'une sombre, fidèle, obstinée, excessive, et Dorothée pleine d'allant et solaire. Donc je ne sais pas, mais disons pour faire bref, j'ai avancé en boitant, comme tout le monde peut-être, sans doute.
Je ne vais pas narrer ma vie par le menu, ni vous dérouler mon curriculum vitae in extenso, mais puisqu'on est dans les chiffres, je résume en 3 chiffres le parcours entre les versions première et finale du livre, j'ai quand même pas fait que ça. Une bonne douzaine d'années universitaires, 4 emplois de salariés en CDI, mais à des places éjectables, 3 périodes de chômage, pas très brillantes. Je suis donc l'auteur de quelques livres, peu de livres, mais dans quelle mesure est-ce que je peux dire que je suis l'auteur de ma vie? C'est une question plus compliquée. Disons que je lisais récemment un livre sur le philosophe François Julien avec 2 L, hein, parce qu'un Julien dans les médias, c'est pas le même, qui dit que on est l'auteur de sa vie si on reste à l'initiative. Voilà, mais comme tout le monde, je n'ai rien pu faire de moi sans les autres, famille, amis, amants, camarades de combat, parfois compagnons. Sans l'intervention de quelques autres, je ne serais plus là. Quelques mots pour finir, je ne vais pas dépasser le temps, à propos des 3 domaines donc, que j'ai traversés, c'est-à-dire 3 professions qui ont duré plus d'1 an dans mon parcours professionnel, politique, sociologie et psychanalyse. Politique, rapidement, en 81, j'ai eu la chance, moi, de connaître l'élection du candidat du programme commun de la gauche. Je dis la chance parce que bon, c'était une bonne nouvelle, et surprenante d'ailleurs à l'époque, mais le suicide de G m'a empêché de me joindre sans réserve au cri de victoire. Je ne parle pas non plus des réserves politiques. G, lui, n'aura pas connu ce moment de liesse important, et en particulier, parmi les avancées sociales de l'époque, la dépénalisation de l'homosexualité en 82, le 4 août 82. L'homosexualité n'est plus un délit, pardon. Je n'ai pas cessé de m'impliquer en politique, mais je suis devenue beaucoup plus circonspecte. Les partisans de tel ou tel parti ne sont pas toujours à la hauteur des idées qu'ils défendent. Je le sais parce que j'ai travaillé quelques années au Parlement pour le parti dont j'étais adhérente, avant d'être licenciée pour mes prises de position qui s'écartaient de l'orthodoxie. Ça ne m'a pas découragée. Quand j'ai eu l'occasion, je me suis proposée pour travailler dans un conseil municipal de la région parisienne. Alors là, c'est l'inverse, ça n'a duré qu'1 an parce que c'est moi qui ai démissionné, écœurée par certaines pratiques. Mais je ne veux décourager personne. Pendant ce temps militant, mes essais d'écriture restaient en arrière-plan et je me contentais d'arpenter timidement mon jardin secret. Je tournais autour du pot. Au coin de la salle des pas perdus, Harpocrate, un doigt sur les lèvres, dit chute, et j'obéis, penché à la fenêtre. Passe en bas les palmiers à roulettes, des guerriers d'opérette s'initient au tai chi. Les bateaux d'enfants tournent au fond des bassins. Au bureau, l'esprit ailleurs, j'amende les projets, gratte un discours d'élu pour le perchoir, les perroquets. De la salle du livre d'or, porte close s'échappe une voix menue que j'étouffe et qui chante. Au nom du figuier, de la feuille d'olivier, Dieu du silence, ne cache plus l'enfant soleil. Sociologie, ça a duré un peu plus longtemps. Après le premier licenciement, j'ai voulu conjuguer mon goût pour la recherche en sciences sociales et la recherche d'un nouvel emploi en reprenant des études. J'imaginais naïvement
quitter l'univers des conflits et des slogans un peu faciles parfois, mais j'ai découvert qu'en sciences humaines, ça pouvait être aussi très conflictuel et qu'il ne fait pas bon non plus de s'éloigner de la doxa des mandarins auxquels on a affaire. J'ai quand même découvert avec intérêt une approche des faits sociaux qui faisait ressortir la liberté des acteurs en préparant un DEA, on dirait aujourd'hui Master 2, je crois, avec Michel Crozier, qui est mort maintenant, un libéral qui avait publié avec Erhard Friedberg un livre qui a fait date en 1977, L'acteur et le système, un essai inspiré de travaux américains qu'on appelait Analyse stratégique des organisations, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il montrait comment dans les entreprises, les employés peuvent se créer des marges de manœuvre qui ne figurent pas dans les organigrammes. Il expliquait tout ça en détail à partir d'enquêtes, et comment ils pouvaient se créer des ouvertures en interprétant les ordres avec imagination. Bon, c'était intéressant, on découvrait qu'on n'était pas complètement ficelé par le système, qu'on pouvait être acteur et rusé. Ça me changeait un petit peu des représentations des masses travailleuses envisagées d'abord et surtout comme victimes de l'exploitation. Je fais un peu d'humour et je simplifie, mais je ne veux pas développer les aspects plus conceptuels. J'aurais pu à ce moment-là travailler dans les ressources humaines, DRH, etc. Mais c'était une époque, à la fin des années 87, où il était question de dégraisser dans les entreprises et j'ai préféré continuer la recherche. Je me suis donc engagée dans une thèse et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour préparer cette thèse. Et là, j'ai encore fait mon Antigone, alors que mon directeur de thèse ne supportait pas l'approche systémique de Bourdieu, qui lui insistait plutôt sur dans quelle mesure on avait des habitus relevant de notre milieu social et à quel point certains déterminismes pouvaient jouer. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs ce déterminisme qui était loin d'être complet. Lui aussi voyait des marques de liberté. Donc ce grand sociologue, je ne me suis pas interdite de m'appuyer sur ses travaux pendant ma thèse. Évidemment, ça ne m'a pas aidé à trouver un poste de maître de conférence, d'autant que les postes se raréfiaient à la fin des années 90 et qu'un tourbillon social de 95 ne facilitait pas les rencontres. Déjà à l'époque, je le cite au passage parce qu'on en parle encore aujourd'hui, c'était un projet de réforme des retraites dans le secteur public. Dans le secteur public, et aussi il était question de libéraliser la SNCF et EDF-GDF. J'ai encore une fois donné des cours de sociologie, plus tard, à Clermont-Ferrand cette fois, comme vacataire remplaçante en 2005 et 2006. Encore une année de mouvement social où les étudiants se sont rebellés contre le projet de loi contrat première embauche. Je suppose que vous vous en souvenez, le CPE. Le gouvernement voulait à ce moment-là imposer au moins de 26 ans, une période, entre autres, une période d'essai de 2 ans. 2 ans à mariner de plus avant d'être fixé sur son sort, comme aujourd'hui avec la réforme des retraites, 2 ans de plus à mariner. Excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des petites piques. Victoire de la jeunesse, c'est surtout ça que je veux souligner, parce que la loi qui avait été promulguée en force a finalement été abrogée. Ironie du sort, cette fois je n'étais pas pointée comme rebelle, mais à nouveau comme baby-boomeuse nantie, puisque j'étais à la place du professeur, face à des étudiants très remontés qui me pointaient. Bien sûr, je n'ai pas dit que j'étais vacataire, j'ai assumé ma place de prof. Et j'ai fait ce que je devais faire. Je l'ai passé évidemment. Jusqu'au jour où une de mes étudiantes vient s'excuser de n'avoir pas rendu le travail que j'avais demandé. Je me revois assise l'une en face de l'autre dans un couloir de l'université. Son petit ami venait de se suicider. Et moi, je devais lui attribuer une note en fin de semestre, comme aux autres. J'ai éprouvé comme un vertige. Et peut-être que la perplexité que j'ai éprouvée à ce moment-là a joué comme un déclic
et m'a encore incité à changer de voie. Pars, mais ni des mots, ni de la terre, va loin dans l'écart, sans appel, sabot, cheval. Si tu te retournes en pleine marche, c'est d'un geste vif retrouver l'allant. Rouelle, au passage tu te livres au rapt, brise l'herbe glacée. Je finis par la psychanalyse. À l'orée de la cinquantaine, j'ai commencé à me voir comme un vieux sage. Je m'étais depuis longtemps engagée dans un travail personnel, donc une cure psychanalytique, et m'est venu le désir d'écouter à mon tour l'histoire compliquée des autres. Je me suis décidée à passer de l'autre côté du divan, alors pas comme ça d'un coup, 5 ans à nouveau à arpenter les séminaires d'enseignement et les hôpitaux psychiatriques à Paris. Beaucoup de gens ont des préventions envers la psychanalyse, on croit que ça confine à l'ego, ça vous enlise. Ce n'est pas mon expérience. Je crois qu'on y apprend à saisir ce que l'on ne s'entend pas dire quand on parle. À la fin, supposez qu'on arrête l'analyse, on ne change pas complètement, mais on ne subit plus sa névrose. On fait un pas de côté. On s'ouvre plus aisément aux autres. C'est un travail périlleux, c'est vrai, mais qui nous rappelle à quel point nous sommes des êtres de parole et à quel point la parole agit sur nous, en nous. On apprend aussi à ne pas céder sur son désir, pour reprendre une expression de Jacques Lacan qui est connue. On apprend à payer le prix pour réaliser ce qui nous tient le plus à cœur. Au départ, j'avais peur de perdre ma capacité à écrire et à continuer de vivre en poésie. J'avais peur aussi de me retrouver tellement paisible, apaisée, que j'aurais renoncé à tout combat, notamment politique. Eh bien, c'est le contraire. Je me suis adonnée plus activement à ce qui m'importait, sans doute plus que de faire carrière, c'est-à-dire écrire, et donner à lire mes écrits, ce qui n'a pas été une mince affaire. Donc, passer du jardin secret clos à la place publique, là, comme aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, mais Dorothée n'est pas une figure si engageante que ça. Enfin, en tout cas, si vous lisez les poèmes, vous verrez. C'est une esclave affranchie dans les poèmes de Baudelaire. Un dernier poème. Cocon, en toi j'étouffe, il fait noir. La vraie vie, c'est dehors qu'elle commence. Pied à pied, j'avance sur le fil qui sépare, me versera au beau milieu, trempé. La chute m'éveille, bon, heure, grand tambour. Par ta blancheur émue, ta forme partout ronde, je vais où la pierre rugueuse griffera ma peau, où je serai le fruit tranché, l'étoile à 5 branches, l'arbre vieux, couleur de lichen et chargé d'oiseaux. œuf poreux où se replie la larve molle, je te façonne à volonté entre mes doigts impairs. En toi je me repose entre deux seaux. Unie je penche et tombe, joueuse, replonge dans la mêlée. Alors j'ai presque fini, mais je crois que c'est un peu long. Voilà, que transmettre par ce témoignage? Je suis venue raconter tout ça maintenant que mon livre a pu enfin être édité, parce que je voulais dresser un pont entre ma génération, celle d'après 68, et les plus jeunes, qui n'auront même pas connu la période 81-83, même s'il y a eu depuis des mouvements sociaux victorieux que j'ai évoqués, mais avec des résultats partiels, plus par recul des gouvernements que pour un projet de société, une vision audacieuse de l'avenir.
Alors ça ne veut pas dire, j'ai peut-être beaucoup insisté sur le côté gris de la période traversée, peut-être parce que je suis, pour ne plus être interpellée comme boomer de la mauvaise manière. Ce qui ne veut pas dire que de mon côté, je considère que la génération de mes parents ait vécu une période forcément rose, parce que aller dire sur la génération de mes parents aux jeunes hommes qui ont été envoyés combattre en Algérie entre 54 et 62, qu'ils ont profité des 30 glorieuses, beaucoup ont été traumatisés à vie. Et parmi les 68 arts, donc j'en ai rencontré pas mal qui m'ont dit qu'ils s'étaient beaucoup amusés à cette époque, mais je sais qu'il y a eu aussi, une fois retombée l'effervescence du joli mai, pas mal de désillusions et aussi des suicides. Voilà, aux jeunes gens qui cherchent leur place, je n'ai pas de conseils à donner. Je voudrais juste partager ce que je retire de mon expérience. Tenir bon sur ce qui serait de l'ordre d'une vocation, ce qui n'est pas un droit, mais quelque chose à chérir et à conquérir. Faire de la politique, au sens de s'impliquer comme citoyen, plutôt que de se complaire dans le statut de victime ou de s'auto-flageller. J'entends beaucoup de jeunes qui emploient des expressions que je ne répéterai pas à leurs propos, ça me choque. Ils se trouvent nuls, etc., etc. S'investir dans la politique, ça bouscule, ça suppose des affrontements, mais ça porte aussi, en tout cas moi ça me porte, ça m'a porté. Et entretenir la vitalité de la langue, sinon elle devient un carcan, elle se fige en langue de bois. Voilà, je donne la parole à Margot. C'est épatant parce que tu fais peut-être quelque chose que j'avais envisagé, ça faisait partie des futurs que je m'imaginais quand j'étais au lycée, c'est-à-dire faire de la philosophie. Donc je suis impressionnée et émerveillée que tu t'y engages. À toi. Quoi de neuf sous le soleil? Donc, bonjour à vous. Je ne sais pas si faire de la philosophie est rose tous les jours et si c'est pas vrai. En tout cas, moi, ça me plaît. Et donc, je vais essayer de continuer le plus loin possible, en tout cas. Alors, tout d'abord, en fait, je voudrais remercier Joël de m'avoir invité à cette conférence. Voilà, donc, comme vous le disait Joël, l'idée de mon intervention, tout simplement, est de témoigner de ma génération, d'offrir une sorte de témoignage en écho à son dernier ouvrage, donc Dans la forêt des mots, faire comme une sorte de contrepoint. Alors l'idée de Joël, en fait, est que je vienne parler de ma génération. Alors toutefois, je tiens quand même à le préciser, je ne prétends absolument pas représenter ma génération, parler au nom d'elle. Je n'ai aucune légitimité particulière pour cela, et je pense d'ailleurs que personne ne peut épuiser ce qu'est une génération. Par ailleurs, je ne prétends pas non plus je ne prétends à aucune expertise dans quelque domaine que ce soit. J'interviens comme une simple lectrice du livre de Joël. Alors, quand Joël m'a fait part de l'idée de venir parler de ma génération, j'ai tout de suite pensé qu'il était impossible, en réalité, d'en brosser le portrait de manière impartiale et exhaustive, sans tomber non plus dans des propos un peu sans relief, et de surcroît le temps d'une conférence. Merci, c'est merveilleux. Ce soir, donc, plutôt que de tenter de faire un portrait de la génération qui est la mienne, j'aimerais plutôt vous soumettre, à partir de ton livre, quelques pistes de réflexion et souligner aussi quelques points de contraste entre sa génération et la mienne. Alors pour commencer, quelques mots sur l'idée de génération. Qu'est-ce qu'une génération? Il me semble très difficile de définir ce qu'est une génération, au-delà bien sûr de la simple définition du dictionnaire qui indique, je cite, que c'est un ensemble d'individus ayant à peu près le même âge. Enfin, c'est l'ensemble des individus ayant à peu près le même âge. Alors on parle en même temps de phénomènes générationnels, on parle d'effets de génération, on parle de la génération de mai 68, on parle des 68 arts. Et donc en fait, on voit bien qu'une génération n'est pas simplement une question d'âge. Et l'on sent poindre déjà l'idée qu'une génération se définit probablement en termes de centre d'intérêt, d'habitude, de valeurs, de produits culturels. Alors j'ai relevé, par exemple, dans ton livre, Joël, ce petit passage au début du texte, où tu décris les habitudes vestimentaires des deux personnages. Nous ne sommes que des guerriers de pacotille.
des rejetons des grandes explosions. Nous nous habillons de tenues de camouflage kaki dans les surplus américains. En promotion, chemise Indochine, année 1947, Bob US Navy, Rangers à semelles cloutées, marinière marine russe, gilet par éclat armée française. Nous passons d'un extrême à l'autre au gré de l'humeur et enfilons aussi bien chemisette rose à fleurs ou tongs de Bamako. Alors, je trouve ce passage donc, à la fois instructif et amusant aussi, parce que finalement, la tenue vestimentaire n'était pas un des accès privilégiés à ce qu'est une génération, avec peut-être la musique et la coupe de cheveux. Quand on pense à une génération, il me semble qu'on pense à ses vêtements. On pense par exemple tous, il me semble, aux pattes d'éléphant des années 70. Et je souris à la lecture de ce petit passage en pensant à un certain goût, je pense en tout cas d'une partie de ma génération, pour les friperies et les vêtements d'occasion. Et donc en fait, pour des vêtements un peu vintage, une sorte de paradoxe, de retour des générations, vêtements venant d'une autre génération et très marqués par le style de génération antérieure. Est-ce que je parle assez fort? C'est bon, voilà. Pourtant, il me semble que ces critères sont insuffisants et impuissants à saisir pleinement ce qu'est une génération. Il y a une telle variété, une telle multiplicité de situations individuelles qu'on ne peut pas assigner une génération à un ensemble de traits fixes et définis. Il y a toujours en fait des individus qui ne se reconnaîtront pas dans le tableau dressé et qui opposeront leur singularité à toute forme de classification et de généralisation. Alors je suis désolée, je dis des choses un petit peu simples, un peu évidentes, mais il me semblait important de poser un cadre donc, à cette discussion. Alors, l'unité de génération soulève d'autres problèmes. Outre la difficulté posée par le fait qu'une génération, ce n'est jamais un récit consensuel et unique, mais une multiplicité de récits et d'interprétations possibles, parfois divergentes, voire contradictoires, il y a le problème de la chronologie. Où commence et où s'arrête une génération? Elle ne commence certainement pas au 1er janvier d'une année et ne se termine pas au 31 décembre 10 ans plus tard. Il y a plutôt, je dirais, une sorte de chevauchement de tendances, de phénomènes plus ou moins longs. On peut imaginer que les personnes de ma génération sont à certains égards encore les enfants des 30 Glorieuses. D'une manière plus lointaine, et dans une sorte d'écho plus lointain, je pense qu'on peut dire que ma génération est encore, vous trouverez ça peut-être paradoxal, mais très marquée en fait par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas s'ouvrir la soirée, mais on peut penser évidemment aux bombes atomiques, aux camps d'extermination. Nous sommes une génération à qui on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, mais surtout de la Seconde Guerre mondiale, peut-être plus encore qu'à ta génération. Et donc en fait, il me semble que, en tout cas pour les gens qui sont un peu réceptifs à l'histoire, une certaine conscience, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui montrent une certaine sensibilité à l'histoire, ces événements peuvent se dresser en toile de fond. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une forme de chevauchement en fait, de phénomènes plus ou moins longs qui peuvent entrer en ligne de compte dans ce que c'est qu'une génération. Et puis, parler de génération, c'est aussi parler de la jeunesse. Donc il y a la question de la jeunesse. Alors peut-être quelques mots sur la jeunesse. À mon avis, il n'y a pas une chose telle que la jeunesse. Ça n'existe pas, en un certain sens. La jeunesse, en fait, à mon sens, est en grande partie un ensemble de représentations qu'on lui associe. Il y a bien sûr des données biologiques, il y a des données liées à l'âge, mais très vite, le débat est ouvert pour savoir ce que c'est que d'être jeune, à partir de quand on est jeune et à partir de quand on commence peut-être d'être moins jeune ou jeune d'une autre manière. Ce que je perçois, en tout cas, c'est que la société crée des représentations et des injonctions très fortes qui ne laissent pas toujours libre et pas toujours tranquille. Il y a une injonction très forte, je trouve, à profiter de sa jeunesse. Du moins, je le ressens comme tel. La jeunesse peut être très heureuse, mais elle peut être aussi parfois très dure, pour différentes raisons. Alors, je n'ai pas lu encore, je dois l'avouer, Aden Arabi de Paul Nizan, mais je suis très curieuse de le lire, notamment pour cet incipit remarquable. J'avais 20 ans, dit-il. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Alors, je propose maintenant de faire écho au livre de Joël en identifiant des points de rupture et de continuité avec la génération qui est représentée, en tout cas d'une certaine manière, dans le livre.
Alors dans ton livre, il est question de 2 personnages qui ont 20 ans dans les années 1980 et qui sont confrontés, comme tous les jeunes de leur âge, à des choix de vie. Alors, il y a bien sûr, en toile de fond, dans ton ouvrage, l'idée que la société génère une hiérarchie des valeurs, ou par exemple, faire des sciences est, en tout cas aux yeux de certaines personnes, perçu comme plus prestigieux que faire des lettres, ou plus utile, ou plus efficace, je ne sais pas. Ou les classes préparatoires, par exemple, les grandes écoles sont particulièrement valorisantes, considérées comme prestigieuses. Mais ce qui m'intéresse présentement, en tout cas, ce n'est pas tout à fait cette idée qu'on avait déjà en fait développée au volcan. Ce qui m'intéresse pour moi ce soir, c'est plutôt une ligne à la fois de rupture et de continuité entre les générations précédentes et la mienne. Et c'est l'idée en fait que nos vies, je trouve à l'heure actuelle, sont amenées à être morcelées en différentes activités professionnelles. On avait peu commencé à en discuter et j'aimerais prolonger cette idée. Il me semble que les jeunes de ma génération envisagent en fait volontiers de se reconvertir au cours de leur vie. Je ne suis pas sûre que nous soyons prêts, en tout cas pour certains, à choisir un métier pour la vie. Je crois que beaucoup d'entre nous sont un peu effrayés à l'idée de s'engager à long terme. Alors il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Arthur Lockman, qui a écrit un livre intitulé La vie solide, la charpente comme éthique du fer. Il a écrit aussi Toucher le vertige. Il me semble qu'Arthur Lockman est un bon exemple de cette tendance, même si bien sûr je n'ai aucune envie de réduire à une tendance et à un exemple. Donc il a fait des études en sciences humaines, il a fait des études de philosophie notamment, puis il a entrepris une formation de charpentier. Il a exercé la charpente pendant un temps non négligeable. Et il a fait par ailleurs de la traduction en allemand et en anglais. Enfin, je crois de l'anglais et de l'allemand au français. Alors, Arthur Lockman n'est pas tout à fait, n'est pas de ma génération. Il est pas mal plus âgé que moi. Mais il me semble qu'il est représentatif de cette tendance que je décris, qui touche notre génération et dans laquelle je dois dire que je me retrouve en un certain sens, ayant fait des études de cinéma avant d'entreprendre des études de philosophie. En fait, et j'aimerais vous parler de cet auteur, Hartmut Rosa. Il me semble que ce phénomène a bien été analysé par lui. C'est un sociologue que j'apprécie particulièrement. Et donc, dans son ouvrage Accélération, pour situer peut-être un tout petit peu le propos de ce livre, donc dans Accélération, Rosa explique que les structures temporelles des sociétés modernes sont soumises à une logique d'accélération consubstantielle de la modernité. La modernité, autrement dit, doit être pensée consubstantiellement à une logique d'accélération. Dans cet ouvrage, juste pour le dire très simplement, sans rentrer dans les détails techniques, Rosa identifie 3 formes d'accélération. L'accélération technique, l'accélération du rythme de vie et l'accélération du changement social. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'accélération du changement social. Alors c'est quoi l'accélération du changement social ? Pour vous donner un exemple, c'est le fait que 2 institutions aussi importantes pour la société que sont le travail et la famille changent en fait à un rythme de plus en plus soutenu. Donc, donnons un peu un exemple, dressons un petit peu un tableau de tout cela. Autrefois, on reprenait le métier de son père sur plusieurs générations. On était, par exemple, charpentier de père en fils. En tout cas, c'était une tendance générale, disons. Au cours de la modernité classique, c'est-à-dire avant les années 1970, en tout cas c'est ce qu'identifient les sociologues, les personnes avaient le choix de leur métier, mais le conservaient pour toute leur vie. Moi je reconnais par exemple mes grands-parents, mes 2 grands-pères dans cette situation. Maintenant, à l'heure actuelle, dans ce que Rosa appelle la modernité tardive, depuis les années 1970, le changement se fait à un rythme intragénérationnel, au sein d'une même génération. Autrement dit, on est amené à avoir plusieurs métiers au cours d'une vie, plusieurs parcours, plusieurs formations. Alors attention, je ne porte pas de jugement de valeur sur ma génération. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. Et puis il y a aussi par ailleurs des personnes qui ne veulent pas de ce modèle et qui ne rentrent pas dans cette analyse. Changer de métier, c'est en effet prendre des risques. C'est risquer une forme d'inconfort, qu'il soit financier, professionnel. Et donc voilà, je voulais tout simplement, première partie de présentation, attirer votre attention sur ce point. Il me semble que c'est une tendance forte de notre génération. Alors, j'allais dire que c'est une différence avec les générations précédentes, mais en fait, pas tant que ça. Il me semble que cette tendance, en fait, a été inaugurée il y a un moment déjà. Si on regarde ton parcours, Joël, il est quand même pluriel.
Et je pense qu'on peut trouver plein d'autres exemples autour de nous, dans les médias, de personnes qui ne sont pas de ma génération, mais qui peuvent tout à fait incarner cette tendance. Alors, poursuivons. Il me semble aussi, donc pour essayer de dessiner une autre ligne, à la fois peut-être de rupture et en même temps de continuité, je pense, voilà, pour tout vous dire qu'on ne peut pas parler de ma génération sans parler des enjeux environnementaux qui la marquent profondément, qui marquent notre génération, que ses membres le veuillent ou non d'ailleurs. Voilà, c'est un très saillant, je pense que beaucoup de personnes, en tout cas ici, pourraient en convenir. Encore une fois, je ne prétends pas parler au nom de ma génération, je n'entends pas la juger, et ne saurais pas non plus d'ailleurs, particulièrement légitime pour cela, mesurer le degré d'engagement des gens de ma génération en matière d'écologie. Et par ailleurs, je peux dire que nous ne sommes pas les seuls à parler d'écologie. Ma génération, au sens étroit en tout cas du terme, n'est pas la seule à parler d'écologie et à s'être souciée d'écologie. Alors, pour citer deux exemples, il y a tout simplement en 1962 le livre de Rachel Carson qui sort, Printemps silencieux, et qui dénonce les effets délétères de certains pesticides. Et puis 10 ans plus tard, comme tu disais, en 1972, il y a le rapport Meadows qui sort commandé par le Club de Rome. Et dans ton livre, Joël, c'est un aspect qu'on perçoit en un sens, puisque j'ai, tu l'as dit, un autocollant no-nuke collé sur sa porte. Il se montre inquiet de la catastrophe de 3 Mile Island. Et puis aussi, il est hanté, tu le dis, par ce film, Soleil vert. Donc en fait, les enjeux environnementaux ne sont pas nouveaux dans l'espace public. On compte plein de plusieurs générations, en fait, concernées, voire engagées et militantes. Mais il est vrai que ces enjeux ont pris, à raison, me semble-t-il, une place très importante dans l'espace public. Depuis les années 50, 60, en fait, ces enjeux sont devenus des enjeux. On est passé, probablement, en tout cas, comme ça que je le perçois, à des alertes, des constats, l'identification de faits, de phénomènes causaux, à vraiment des enjeux de société qui ont pris un écho particulièrement important à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que la génération est marquée, qu'elle le veuille ou non, par ces enjeux. Et donc il ne me semblait pas possible de parler de personnes qui ont mon âge tout en occultant des problématiques environnementaux, d'autant plus qu'elles apparaissent dans ton livre. Et donc, je voulais en fait essayer de nourrir un petit peu cette réflexion par ce que dit François Hartog dans un livre qui s'appelle Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. Et je pense en fait, si je parle d'Hartog, c'est parce que je pense qu'il peut aider à donner une idée assez juste du sentiment qui peut être le nôtre, en tout cas pour certaines personnes. Donc, pour resituer Hartog, dans cet ouvrage, en fait, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, il reprend la notion de régime d'historicité qui était déjà présente dans un ouvrage précédent, en fait, qu'il a forgé, c'est un outil conceptuel, un outil heuristique qu'il a forgé dans un ouvrage qui s'appelle Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps. Alors, qu'est-ce que c'est le régime d'historicité? C'est tout simplement un outil qui sert à qualifier la manière dont une société articule les catégories temporelles du passé, du présent et du futur, comment elle s'y rapporte. Et en fait, ce que dit, donc, il écrit cet ouvrage, je crois en 2020, je ne sais plus exactement, le Covid est passé par là, et il est confronté à la question de l'anthropocène. À la fin de son ouvrage, il dessine des pistes, il dit voilà, on est dans un changement de régime d'historicité, donc c'est encore un petit peu les contours d'une esquisse. Mais voilà, il dit en fait qu'on est confronté à l'émergence de ce qu'il appelle un temps chronos inédit, celui de l'anthropocène. Alors donc, cette notion, proposée par le chimiste Paul Crutzen, en 2000, désigne une nouvelle ère de l'histoire de la Terre, dans laquelle l'espèce humaine est reconnue comme une force géologique qui, en tant que telle, je cite Hartog, affecte le fonctionnement et les équilibres du système de la Terre. Alors nous pensons ici bien sûr à l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, responsable du réchauffement climatique, mais il faut aussi penser à la génération de pollutions diverses et à la production de grandes quantités de béton, de particules de plastique. Et donc en fait, Hartog dit ceci, l'anthropocène ouvre sur un temps chronos immensément long, si long qu'il échappe à toute représentation. On est confronté à des temps qui
dur à saisir, qui nous projette très loin en avant, sur lequel on n'a pas de prise. Donc il y a un futur à la fois flou et menaçant qui s'ouvre devant nous. Donc je voulais un petit peu citer Hartog pour essayer de faire sentir ce sentiment de... on peut parler d'anthropocène, on peut le qualifier en déterminant, mais ce sentiment qui peut être le nôtre. Et si je devais identifier une ligne de rupture marquée encore, on a un peu, pour le moment, identifié des choses qui sont peut-être de l'ordre de la rupture, mais aussi en même temps de la continuité, avec des choses qui s'approfondissent, deviennent plus marquées que la génération. Et je crois que s'il fallait ici identifier vraiment une rupture, c'est celle du numérique, vous vous en doutez. Voilà, le numérique, tout simplement, marque notre génération. Alors, il faut le dire, nous ne sommes pas, en tout cas pour les gens dans cette salle qui en ont mal, nous ne sommes pas des digital natives. Nous ne sommes pas nés devant une tablette, mais nous avons vu apparaître dans nos vies le numérique. Et moi, le numérique me pose beaucoup de questions. Parmi tous les objets numériques, il y en a un qui m'inquiète peut-être aussi, il faut le dire plus que les autres, qui me questionne, c'est le smartphone. Voilà. Et donc je voudrais tout simplement soumettre à votre esprit critique 3 problèmes qu'il pose, à mon avis. Il y a les problèmes environnementaux, bien sûr, des outils numériques, du smartphone, qui nécessitent beaucoup de terres rares pour être produits. Il y a les problèmes, bien sûr, politiques aussi qu'il pose, avec l'utilisation de nos data en permanence. Je ne vais pas parler d'espionnage, mais en tout cas de contrôle potentiel et réel aussi à certains égards. Et en fait, l'aspect qui, moi, m'interpelle aussi tout autant que les autres, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cet objet qui est rentré dans nos vies nous vole notre présence à la fois à nous-mêmes et aux autres. Voilà. Et donc, je trouve que c'est l'un des critères un peu particulièrement marquant qui peut peut-être pas séparer, mais qui peut en tout cas qualifier notre génération. Nous sommes nés pas dans le numérique, mais presque. Nous avons vu grandir le numérique dans nos vies. Voilà, il pose des questions, peut-être pour le moment plus qu'il donne de réponse, en sachant qu'il y a aussi des possibilités assez incroyables qu'il ouvre. Mais voilà, je trouve que c'est l'un des aspects les plus marquants, et donc je voulais tout simplement finir sur ce point-là. Voilà. Merci. Merci Margot. Beaucoup de questions. C'était fort intéressant et brillant tout ça. Effectivement, ça fait pas mal de questions. La parole est ouverte. Vous pouvez intervenir et si vous avez envie de poser des questions, c'est le moment.